Des deux côtés. Alors, ce que j'aime bien faire sur des genoux post-traumatiques, ou même sur du dégénératif, plier les deux genoux en même temps. Donc, je les fais fléchir les deux genoux en même temps. Voilà, mobilité active. Et ça me permet, alors en collant les genoux, et ça me permet d'emblée de voir, et aux patients, parfois même je prends des photos pour leur montrer le travail à accomplir, ça leur permet de voir d'emblée qu'il y a du travail à faire sur la mobilisation en rééducation. Et quand vous avez des genoux, quand vous faites les deux genoux en même temps, ben parfois voilà, vous avez ça, notamment dans les croisés, vous avez ça. Vous prenez une photo, vous lui montrez, ben regardez le travail qu'il y a à faire. Donc toujours les deux en même temps, j'aime bien faire ça, ça permet vraiment aux patients d'être partie prenante et de se rendre compte du travail à accomplir. Donc les mobilités. Alors ensuite, toujours dans l'examen clinique, je monte en puissance vers les examens qui vont être de plus en plus douloureux. Il ne faut pas commencer par les tests qui vont apporter de la douleur tout de suite, sinon l'examen clinique ça va être un peu parasité et le patient, une fois qu'il a mal, il a mal, quoi. Donc vous n'allez plus rien pouvoir en tirer. Alors après, une fois qu'on a regardé les mobilités, on va commencer à aller chercher par exemple un épanchement. Donc l'épanchement, vous savez tous, l'épanchement avec la recherche du choc rotulien, donc on vide le cul-de-sac quadricipital, le cul-de-sac inférieur de la rotule avec le premier rayon et puis le troisième rayon, et avec l'index, on va chercher le choc rotulien. Ça, je ne vous apprends rien, vous connaissez la recherche de l'épanchement. Alors après, il y a le signe du flow. Sur les gros épanchements, on va donner juste une petite chiconode sur le coin supéro externe et on va voir une oscillation. Ça, c'est des gros épanchements inflammatoires ou post-traumatiques avec l'onde qui va se propager jusqu'au côté opposé. Voilà, le signe du flow. Donc le signe du glaçon et le signe du flow pour la recherche de l'épanchement. Alors ensuite, on va commencer à regarder le côté laxité. Alors les laxités, vous avez 4 compartiments à analyser. Le compartiment antérieur, le compartiment postérieur, le compartiment interne, le compartiment externe. Alors le compartiment antérieur, croisé antérieur, bon, moi clairement il y a 2 choses que je regarde, c'est le Lachman et puis c'est le jerk test. Quand on réfléchit et qu'on suspecte un problème de croisé antérieur, les 2 choses qui m'intéressent, c'est savoir normal ou pas normal. Donc on va chercher ce qu'on appelle un arrêt dur, normal, un arrêt dur retardé, donc normal partiel, c'est la rupture partielle, et un arrêt mou, c'est la rupture totale du ligament croisé antérieur. Alors, le test de Lachman, tiens, viens un petit peu sur le côté de la table. Le test de Lachman, il ne se fait pas à 30 ou 40 degrés de flexion, il se fait proche de l'extension. Le test de Lachman, il se fait autour de 15-20 degrés. Pourquoi? Parce que le ligament croisé antérieur, il se tend vers l'extension, contrairement au croisé postérieur qui se tend vers la flexion. On va le rapprocher de sa position de tension optimale, 15-20 degrés, pas plus, et c'est là qu'on va pouvoir le détendre un tout petit peu et le tester. Alors, le test de Lachman, donc on a dit 15 à 20 degrés de flexion. Alors les mains, vous allez avoir une main fixatrice et une main mobilisatrice. D'accord? Ce n'est pas les 2 mains qui bougent, c'est une main fixatrice et une main mobilisatrice. La main fixatrice, elle va se positionner juste au pôle supérieur de la rotule, avec les doigts au-dessus du creux poplité. Donc ça, c'est la main fixatrice. Et là, j'ai mon bras qui est collé sur le tronc et qui va bloquer le fémur. Ensuite, je vais avoir une main mobilisatrice. Celle-ci, elle se met juste au-dessous du creux poplité et sur la TTA. Donc le plus proche possible de l'interligne articulaire. Il ne faut pas faire ça. Il faut se rapprocher le plus possible de l'interligne articulaire. Donc à partir de là, il faut absolument le détendre complètement, sinon vous ne trouverez jamais rien. Donc à partir de là, très proche du creux poplité, au-dessus du pôle de la rotule, une main fixatrice, et puis à partir de là, on va pouvoir faire un petit mouvement assez bref. Donc vous voyez, cette main ne bouge pas, et c'est cette main-là qui va faire un mouvement assez vif, qui va aller chercher un arrêt dur, et on entend un petit clac. Alors souvent les patients, ils vous disent « Oh, il y a quelque chose ». Ben oui, c'est votre croisé qui se tend. Ils entendent un petit claque dans le genou, ça leur fait peur au début, et puis on les rassure en disant « Mais non, c'est normal ». Et très souvent, hop, on passe de l'autre côté, on dit « Regardez, votre genou normal, on a le même bruit de l'autre côté ». C'est le ligament qui se tend. Alors après, parfois, vous avez des grosses cuisses. Alors, une cuisse de rugbyman, et puis parfois, tu as des petites mains. La Pouchotte, elle nous a dit dimanche qu'elle avait des toutes petites mains. Ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est que la main fixatrice, je la remplace par ma cuisse.
Donc à ce moment-là, il suffit de mettre la cuisse sous le patient, sous la cuisse du patient. Et par contre, il ne faut pas l'enfoncer trop loin, sinon vous allez avoir une flexion trop importante. Et à ce moment-là, je retire tout doucement ma cuisse. Voilà, je la retire. Et plus je la retire, plus le patient arrive vers la position de flexion qui est intéressante et qui va nous permettre d'être vers les 15 à 20 degrés. Et à ce moment-là, cette main fixatrice, où là, je n'ai pas besoin d'empoigner cette cuisse qui est énorme, à ce moment-là, cette main fixatrice, je vais la plaquer sur ma cuisse et c'est là que j'ai fixé là, je fixe le fémur. Tu vois, juste en faisant ça, j'ai fixé le fémur. Et là, très simplement, il y a juste à faire ça et c'est la main mobilisatrice qui va mobiliser. Et là, tout est bloqué comme un étau sur ma cuisse. Tout est bloqué. Et là, même sur des grosses cuisses, vous n'aurez aucun problème pour faire le test de Lachman. Donc, test de Lachman, arrêt dur retardé, arrêt mou. C'est ça qu'on va rechercher. La deuxième chose que je recherche, qui m'intéresse moi dans le ligament croisé, ça c'est l'œil du chirurgien entre guillemets, ce qui m'intéresse, c'est le pivot shift. Alors le pivot shift, c'est très compliqué. Il n'y a pas longtemps, j'ai un jeune médecin de l'ACAPA ou du DU qui est venu en consultation, et on a eu la chance d'avoir un ressaut explosif. Et donc, presque les larmes aux yeux d'avoir trouvé ce ressaut, parce que ça fait des années que je cherche, j'arrive pas à le trouver. Et en fait, le ressaut, finalement, alors vous allez vous approprier vos propres méthodologies pour rechercher le ressaut, mais moi, après avoir réfléchi assez longtemps avec Eric Roland, etc., on a trouvé une méthode qui est plutôt pas mal, et qui est une méthode qui est assez simple et qui est assez douce, en fait. Alors, le ressaut, souvent, ce que vous verrez dans les bouquins, ce qu'il faut savoir sur le ressaut, c'est que vous avez 3 vecteurs de contraintes à mettre en place sur le genou pour trouver le ressaut. Il y a 3 vecteurs à mettre en place. Il faut qu'il y ait de la flexion dans le genou. Il faut qu'il y ait du valgus. Il faut qu'il y ait de la rotation interne du tibia sous le fémur. 3 vecteurs à mettre en place. Alors, ce qui est un peu décrit, c'est le jerk test. Et donc, souvent, ce qui est noté, c'est pour mettre la rotation interne, vous allez prendre le pied dans cette position et vous allez le mettre en rotation interne. Voilà le premier vecteur. Les 2 autres vecteurs, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord, les 2 autres vecteurs, en fait, ils vont se faire avec cette main directrice qui va essayer de imprimer d'une manière assez rapide et furtive, qui va imprimer sur la tête du péroné le valgus et la flexion en même temps. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord, parce que c'est quand même compliqué, et arriver à mettre en place ce valgus, cette flexion et cette rotation interne de cette manière-là, en plus c'est très inconfortable. J'ai le sentiment qu'on ne maîtrise pas suffisamment le ressaut rotatoire. Alors c'est là que moi j'ai mis mon propre test. Et mon propre test c'est quoi? Mon propre test c'est que je bloque la cheville du patient dans mon aisselle. D'accord? Je bloque, voilà, je suis dans l'axe et je bloque la cheville du patient dans l'aisselle. D'accord? À partir de là, il suffit de tourner les épaules. Et là j'ai mon valgus. D'accord? Donc là, j'ai du valgus au niveau du genou. Ensuite, je vais prendre ma main directrice et je vais aller attraper les jumeaux du côté opposé. D'accord? Et là, je mets ma rotation interne. Vous voyez, j'ai mon deuxième vecteur. Donc là, j'ai mon valgus, mes épaules. Là, j'ai ma rotation interne au niveau du genou et de la hanche. Et puis ensuite, avec cette main qui est restée libre, je la pose sur le tibia. Et là, j'imprime la flexion. D'accord? Et là, paf, vous avez des ressauts. S'il doit y avoir un ressaut, vous allez le trouver. Le patient doit être toujours détendu. Si jamais il se contracte, terminé. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le truc, moi, je pense ne jamais passer à côté d'un ressaut. Dès le moment où le patient est parfaitement détendu, je recommence. Le pied dans l'aisselle, je tourne mes épaules. Voilà, je fais un espèce de bras de levier, j'allais dire sur mes abdominaux, sur ma bedaine. Voilà, je tourne, et là, j'ai mon valgus. Je mets la main ici, vous voyez, je suis très calme, etc. Rotation interne, et je pose cette main sur le tibia et je fais la flexion. Alors après, le ressaut, il est proche de l'extension. D'accord? C'est pas la peine de faire ça. Ça, c'est pas la peine de faire ça. Alors ça aurait été sympa si quelqu'un avait été opéré d'un croisé, parce que là, ça aurait été assez rigolo. Mais globalement, vous voyez, le ressaut, vous allez le trouver entre 0 et 25-30 degrés, pas plus, en faisant juste ça. Voilà. Et alors le ressaut, il se code comment? Il se code en pas de ressaut, glissement, ressaut franc, ressaut explosif. Alors c'est un peu subjectif, mais quand vous faites à peine cette petite manipulation en 3 vecteurs et que vous entendez un bruit dans le genou, ça c'est explosif. Par contre,
dès le moment où je dis que le ressaut est un glissement ou un ressaut franc, parfois je peux rajouter un quatrième vecteur qui est la compression. Exactement. Et donc, la compression, comment ça se fait? Ben voilà, j'ai mon valgus, je tourne les épaules, je mets la main ici dans les jumeaux, je mets ma rotation interne, je pose cette main pour diriger la flexion entre 0 et 30 degrés et j'appuie pour mettre la compression. Et là, plaf! Si vous avez un ressaut qui est un ressaut un peu fruste, vous allez le trouver en mettant la compression. D'accord? Alors, on y va tout doucement, hein. Mais on y va tranquillement et je suis d'accord avec toi, c'est la compression et de temps en temps, il y a des ressauts qu'on ne ressent pas avec les 3 vecteurs, vous rajoutez la compression et clac, vous avez le genou qui saute. Presque que ces 2 signes qui m'intéressent. Alors après, il y a d'autres signes avec le tiroir à 90 degrés, où on s'assoit, on bloque le pied du patient dans cette position, on fait le tiroir antérieur direct à 90 degrés, et on va pouvoir analyser le point d'angle postéro-latéral en mettant de la rotation externe. Si jamais il se majore, on peut suspecter un papeux. Et si jamais vous avez un tiroir en rotation interne, ce qui est exceptionnel, là on peut imaginer qu'il peut y avoir une lésion du papille. D'accord? La deuxième laxité qu'on va analyser, c'est la laxité postérieure. Rupture du ligament croisé postérieur. Alors, il y a plusieurs, il y a l'aigu, il y a le chronique. Alors, si on se base par exemple sur du chronique, le croisé postérieur, la première chose que je vais demander, c'est mettez les cuisses à la verticale des 2 côtés. Et donc, on va coller les genoux. On va essayer de mettre les jambes à l'horizontale. Voilà. Et là, à jour frisant, on va analyser la translation postérieure de la tubérosité tibiale antérieure avec l'avalement de la tubérosité tibiale antérieure. Tout simplement parce que par la pesanteur, le tibia se translate en arrière. Et donc là, vous allez avoir une petite concavité qui va apparaître par la translation postérieure. Et donc ça s'appelle l'avalement de la tubérosité tibiale antérieure. Alors ensuite, dans des laxités postérieures chroniques, il y a un autre test qui peut être intéressant. Quand vous regardez le patient genou fléchi à 90 degrés, vous allez voir un avalement, toujours pareil par le tiroir postérieur, un avalement de la TTA comparativement au côté opposé. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a une réductibilité de ce tiroir postérieur ou pas. Et donc, comment on fait la réductibilité du tiroir postérieur? En fait, il suffit de bloquer le pied du patient. Il est en tiroir postérieur et on lui demande, contracte le quadriceps, essayez d'étendre le genou. Et lorsqu'il essaye d'étendre le genou comme le pied est fixé, vous allez avoir la contraction du quadriceps qui va réduire le tiroir postérieur et vous voyez le tibia qui se translate vers l'avant. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième test qui peut être intéressant pour le tiroir postérieur. Alors, je vous ai dit que le croisé postérieur, il se tend plutôt vers la flexion. Donc, on va le tester proche de la flexion. Moi, les croisés postérieurs, je les teste plutôt autour de 75-80 degrés. Hein, pas 90, mais proche de la flexion. Comme tout à l'heure pour le croisé antérieur, proche de l'extension. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est... alors, on prévient le patient qu'on va s'asseoir sur son pied. Parce qu'une fois, docteur, vous êtes assis sur mon pied. Ben oui, c'est... Voilà. Donc on bloque le pied du patient à s'asseoir dessus, et puis ensuite on va mettre les 2 pouces sur la TTA et les 2 index sur les ischio-jambiers, médiaux et latéraux. Et donc à ce moment-là, ça va nous permettre d'analyser la tension des ischio-jambiers, et donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit totalement décontracté. Et donc une fois qu'il est bien décontracté, relâchez-moi tout ça, relâchez, et hop, on va chercher un mouvement brusque vers l'arrière, et on va analyser de la même manière le croisé avec un arrêt dur retardé, un arrêt dur. Et alors, là, pareil, de la même manière, vous allez pouvoir analyser le point d'angle postéro-latéral et postéro-médial en mettant le pied en rotation externe et le pied en rotation interne. D'accord? Et ça, c'est vrai que dans les structures postérieures, c'est très important d'aller regarder ce qui se passe en externe et de vérifier qu'on n'est pas un papeux. Et là, on va pouvoir le voir en mettant le pied en rotation latérale. Alors justement, si on part... Ensuite, on bascule sur le plan latéral. Donc le plan latéral, ça va être l'analyse du ligament collatéral latéral, du point d'angle postéro-latéral et du poplité. C'est ces 3 choses qu'il va falloir analyser. Alors je vous rappelle que en extension, vous allez avoir une tension du ligament collatéral latéral et une tension des coques. Les coques qui vont verrouiller la stabilité frontale. Et donc quand on va tester le genou en extension, on teste les plans périphériques plus les coques. On teste les 2 structures anatomiques.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la laxité latérale, donc en extension. Et là, on va imprimer un varus. Alors, toujours pareil, vous voyez, je me mets très très proche de l'interligne articulaire, ici, juste quasiment sur les condyles fémoraux. Et là, on va imprimer un varus en position d'extension. Et là, je teste les coques plus le ligament collatéral latéral. Et je vous montrerai un petit truc que je fais depuis quelques temps après sur le ventre, pour le plan latéral. Et alors ensuite, il va falloir, si jamais il est parfaitement stable dans cette position, il va falloir déverrouiller les coques avec le genou légèrement fléchi à 15 à 20 degrés. On a déverrouillé les coques. Et là, on va analyser la laxité latérale. Et si vous avez une laxité, ça veut dire que les coques sont bonnes, mais qu'il y a une rupture du ligament collatéral latéral. D'accord ? Pour le plan latéral, ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre le pied, enfin le genou et le membre inférieur en manœuvre de cabotte. Ça s'appelle la manœuvre de cabotte. On pose le pied juste sous le genou controlatéral et on va avoir la possibilité de palper le ligament latéral collatéral qui va être parfaitement tendu dans cette position. Et là, on le sent parfaitement. Je pense que tu sens que ça fait une espèce de corde de guitare. Et alors, lorsqu'on a une suspicion et qu'on n'est pas tout à fait sûr, donc là, j'ai vraiment une corde de guitare, mais si jamais j'ai un petit doute, à ce moment-là, tout de suite, ce que je fais, hop, c'est que je le mets en position de lotus, hop, des deux côtés, je le fais ouvrir, et là, je palpe le ligament collatéral latéral des deux côtés de manière complètement symétrique pour apprécier la tension des deux côtés en même temps. Vous voyez, ça, c'est très intéressant dans le ligament collatéral latéral d'avoir le sentiment de pouvoir palper les deux côtés en même temps par cette manœuvre du lotus. Ok. Alors après, et après je vais te faire tourner pour montrer tout à l'heure, juste après. Donc après, toujours dans ce plan externe, je veux savoir si le poplité et le papeux sont lésés ou pas lésés. Et à ce moment-là, ce que je vais regarder, c'est l'hypermobilité externe du squelette jambier. Donc à ce moment-là, on va mettre le patient genou fléchi à 90 degrés. On va lui dire de coller les genoux et de ne jamais décoller les genoux. On se met en bout de table, on met les chevilles à 90 degrés. Et à ce moment-là, on lui dit, alors si jamais je ne le préviens pas, ce qui va se passer, c'est que quand je vais mettre de la rotation externe sur les chevilles, les genoux vont s'ouvrir. Donc moi souvent je leur dis, allez, tu colles. Et à ce moment-là, bah, dis donc, t'as un truc là. Ah bah là, t'as un petit truc là. Oh. Relâche tout, relâche-moi tout ça. Ah bah voilà, allez, colle, tu relâches. Ah bah voilà, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'angle de rotation externe du pied, mais il y a un petit truc ici quand même, hein. Il y a une petite asymétrie. T'as déjà vu quelque chose au niveau du genou droit? Disons, quand j'essaie de monter les distances de course à pied, j'ai des contractures dans la loge antéro-externe. Ah bah là, il y a un truc là. Hein. On va le regarder. Alors, on va le regarder après sur le ventre, mais là, il y a une asymétrie de rotation externe, clairement. Alors, on peut le faire entre 30 et 90 degrés. On fait la même chose à 30 degrés. Tu colles, colle. Oui, là, il y a une asymétrie. Hein. Donc là, il y a un petit truc. Bon, après, il faut le rapporter à des symptômes. Mais là, clairement, il y a une petite anomalie sur l'hypermobilité externe du squelette jambier. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très probablement une atteinte du papeux. Et je vous rappelle que parmi les structures anatomiques du papeux, vous avez le tendon poplité. Et c'est pas impossible que là, on ait une petite atteinte du tendon poplité, quand on voit une hypermobilité externe comme ça. Alors après, le plan externe, puis après on reviendra sur eux. Je vais terminer le plan externe, mets-toi sur le ventre. On lui demande de bien coller les genoux. Voilà. On se met à 30 degrés de flexion. Et là, on fait l'hypermobilité externe. Et alors, clairement, là, on a une hypermobilité externe plus importante du côté droit par rapport au côté gauche. Et on peut faire la même chose fléchie à 90 degrés. Il y a une petite asymétrie des deux côtés. Alors après... Dans quelle structure tu as 30 et à 90? Alors, il y a une petite partie des coques aussi. Tu vois, parce que quand je mets à 90 degrés, j'annule complètement les coques. De manière complètement... elles sont totalement exclues. Alors après, ce signe-là... j'ai appris aussi un peu à m'en méfier sur des maladies un peu chroniques, notamment chez des sportifs qui ont un pied d'impulsion ou un pied de frappe. Et donc, il y a des par exemple, un footballeur, où je me suis dit, oh là là, ça y est, il a un papeux, etc. Et en fait, pas du tout. C'était son pied d'impulsion avec sa frappe. Et en fait, il avait une laxité, il a développé une laxité un peu physiologique petit à petit avec son sport. L'épaule de lanceur du genou. Exactement. C'est exactement ça, ce qu'on a vu hier avec Roberto. Alors après, tant qu'on est dans cette position sur le ventre, je vais vous montrer aussi comment je teste. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, avec un
footballeur de l'équipe de France de foot, où en fait, quand je l'ai examiné sur le ventre, sur le dos, on avait le sentiment qu'il ne se passait rien, et puis le joueur ne sentait rien quand j'ai testé sa laxité externe. Et quand je l'ai mis sur le ventre, là, il m'a dit, mais attends, mais il se passe quelque chose dans mon genou là. Et depuis ce patient-là, maintenant, je teste systématiquement mes plans externes sur le ventre. Alors pourquoi? Parce que, en fait, sur le ventre, j'ai l'impression que la hanche est mieux fixée. J'ai l'impression que pour fixer la cuisse, c'est beaucoup plus simple et le bras de levier est beaucoup plus long, beaucoup plus intéressant. Donc je mets ma main juste au niveau du creux poplité, au niveau du pli de flexion. Voilà. Alors relâche-toi complètement. Et à ce moment-là, je fléchis un peu à 15-20 degrés. Et là, je teste la laxité d'une manière beaucoup plus stable que quand je suis sur le dos. Vous voyez? Donc là, je fais un espèce de petit tiroir très simple, où là, j'ai fixé ici, très proche de l'interligne. Et à ce moment-là, j'ai un bras de levier qui est extrêmement simple. Et en faisant ce mouvement-là, les joueurs maintenant que je teste et qui ont des petites laxités du ligament collatéral latéral, ils sentent quelque chose. Ils sentent vraiment quelque chose qu'ils ne sentent pas sur le dos. Donc je trouve quand même que c'est un test qu'il faut savoir faire. Donc en extension, voilà. Et puis ensuite, le genou légèrement fléchi, vous voyez, là on arrive vraiment à avoir un bras de levier extrêmement intéressant. Voilà. Donc ça c'est un test qui a été décrit à Spétard d'ailleurs. C'est une équipe d'Aspétard qui, alors j'avais dit tiens, je vais le tester, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ils ont raison. Sur des lésions isolées du collatéral latéral, on a retrouvé exactement la même chose. Tiens, remets-toi sur le dos. On va analyser le plan interne. Et le plan interne, c'est exactement la même chose. Valgus extension, valgus flexion. Valgus extension, ça va tester les coques plus le ligament collatéral latéral, médial, pardon. Et puis valgus flexion, ça va exclure les coques et ne tester que le ligament collatéral médial. Et là, on fait exactement la même chose, c'est même presque plus simple. On met la main ici au niveau de l'interligne, et là, on va faire une impression en valgus en extension, et ensuite on détend la coque, et là, on fait un petit mouvement de flexion. Et là, vous allez pouvoir dépister des lésions isolées, ou des triades, des pentades, etc. Alors après, souvent, ce qu'on me dit, c'est dans ces genoux multiligamentaires, parce que là, finalement, on a testé tous les ligaments, dans ces genoux multiligamentaires, notamment par exemple les triades qui reviennent du ski, croisé antérieur, plan interne. Mais c'est hyper compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut détendre le patient, il faut être très doux. Vous voyez, j'ai rien brusqué quand j'ai fait mon examen. Et donc, très souvent dans les triades, on s'approche, on pose la main, et ensuite on fait un petit mouvement avec un petit contre-appui, et tout d'un coup, hop, vous voyez la jambe qui part légèrement en valgus. Vous pliez un peu le genou, hop, vous voyez la jambe qui part légèrement en valgus. Il faut être très doux, il faut accompagner, et puis en principe, il n'y a aucun problème. Vous voyez, et il ne faut pas passer à côté de ces lésions. Les retours de ski, c'est une catastrophe. On voit arriver des triades qui sont traitées avec des attelles en extension, et vous les voyez, vous avez la chance de les voir à J5, J7, et on sait très bien, si vous voulez partir sur un traitement orthopédique, il faut rapidement les fléchir. Si vous passez à côté de cette lésion, à la consultation post-traumato de J5 ou J7 et que vous les laissez dans une attelle en extension, voire vous les rééduquez tout de suite, c'est cuit. Ce plan interne, il ne va jamais cicatriser. Donc il faut être très très vigilant, il faut être très doux et puis parfois même vous trouvez dans des accidents de sport importants où le patient s'est réduit lui-même, des accidents de rugby, de sport de combat. Là on voit arriver avec le MMA ou je ne sais quoi, on voit arriver des trucs de malades mentaux, hein. Avec des lésions multiligamentaires, des genoux qui sont énormes. On pense même que c'est une fracture, puis en fait, quand on voit la radio, il n'y a rien. Et quand on commence à les tester, j'ai même vu des pintades, plan interne, plan externe, croisé postérieur, antérieur. Je dis, mais c'est pas possible. Et il dit, oui, j'avais le genou, j'ai entendu un gros bruit, je l'ai remis à sa place, j'ai mis une attelle et puis je viens vous voir. Donc, il ne faut pas passer à côté de ces lésions-là, sinon c'est une catastrophe. Donc, quand on est très doux, il n'y a aucun problème. Avec un peu de douceur, on arrive. Valgus extension, valgus flexion, le varus. Alors souvent aussi, le varus, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma main et je la pose sur la table. Je pose ma main sur la table pour faire le bras de levier. Et à ce moment-là, je fais juste ce petit mouvement qui permet. Donc là, j'ai un point fixe sur la table contre le condyle. Et ensuite, je fléchis légèrement et hop, on arrive à tester sans aucun problème les ligaments. Et vous voyez, je ne vais pas très, très fort, on y va tranquillement. Donc ça, ce sont les laxités ligamentaires. Vous voyez, on a quand même fait le tour, c'est assez rapide. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut être systématique
dans l'analyse des 4 compartiments. Alors ensuite, oui. Tu as jamais vu une corrélation entre une positivité au dial test, la rotation externe sur les plans postérieurs latéraux, et une laxité du croisé postérieur? Bah, ça fait partie, le dial test, il fait partie justement des atteintes aussi, très souvent du ligament croisé postérieur. Donc en fait, alors il y a comment il s'appelle, le Euxton test. Donc le dial test, c'est effectivement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le genou, les 2 genoux comme ça, qui vont chercher la rotation externe. Et vous allez avoir le test de Euxton. Le test de Euxton, c'est pour des laxités postérieures, postéro-externes. Vous allez avoir, donc il faut prendre les 2 gros orteils en même temps, et vous allez imprimer un récurvatum, et quand vous avez une atteinte du croisé postérieur avec une atteinte du plan postéro-externe, et des plans latéraux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un récurvatum du côté de la lésion, et vous allez avoir une hyperrotation externe du squelette jambier, et un départ en varus du squelette jambier sous le fémur. Voyez, donc ça, c'est le test de Euxton, le Euxton test. Donc on prend les 2 gros orteils, on se rapproche, on relève vers le haut, et si vous avez une atteinte ici, par exemple du côté droit, LCP, plan externe, vous allez avoir, en général c'est en chronique, parce qu'en aigu c'est difficile à faire, vous allez avoir une hyperrotation externe du squelette jambier, un départ en varus et un récurvatum. D'accord? Euxton test. Mais bon, très souvent, quand tu as fait tout ce qu'il y a avant, la plupart du temps, tu arrives à déjà avoir une idée assez précise de ce qui se passe dans le genou. En tout cas, ça va attirer ton attention ensuite pour l'imagerie. Alors ensuite, on passe dans un autre secteur qui va être toujours, vous voyez, je monte en puissance dans l'invasivité de l'examen clinique. On va analyser l'appareil extenseur sur le plan instabilité fémoro-patellaire. Alors l'instabilité fémoro-patellaire, ça se regarde comment? La première chose, c'est l'inspection. On va essayer d'analyser ce qu'on appelle l'angle Q. L'angle Q, c'est en gros la zone d'insertion de la tubérosité tibiale sur le tibia qui va donner plus ou moins de latéralisation du tendon rotulien par rapport au reste de l'appareil extenseur. Donc plus vous allez avoir la tubérosité tibiale qui va être externe, plus vous allez avoir un tendon rotulien qui va être oblique en haut et vers l'intérieur, avec un tendon quadricipital qui reste tendu vers la hanche. Et donc on va appeler ça le signe de la baïonnette. Qu'est-ce que c'est qu'une baïonnette? Reprenez les baïonnettes de 14. Vous avez le fusil et la baïonnette qui s'accroche ensuite à l'horizontale et qui repart en verticale. Et c'est exactement, si j'avais un feutre, je vous ferai le dessin de la baïonnette. Donc on a la crête tibiale, c'est le fusil. Et puis ensuite, plus la tubérosité tibiale est latéralisée, plus vous allez avoir l'angle droit. Et ensuite, le reste de la baïonnette qui va être l'appareil extenseur et notamment le quadriceps. Donc plus la TTA est latéralisée, plus votre baïonnette sera importante et plus vous aurez un angle Q qui sera important. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la mobilisation de cette rotule et de regarder comment elle va se comporter au moment de l'engagement de la flexion. Alors c'est pas la peine de faire fléchir à 90 degrés. Une rotule, quand elle se luxe entre 0 et 30 degrés. Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle les troubles de l'engagement. Une rotule qui est un peu haute ou une rotule qui est un peu latérale, dès que vous allez fléchir, parce que très souvent les dysplasies elles sont très hautes au niveau du fémur, dès le moment où vous allez fléchir, elle va se recentrer et elle va rentrer dans la trochlée fémorale. Et donc ce qu'on va regarder, c'est entre 0 et 30 degrés avant qu'elle ne soit engagée dans la trochlée fémorale. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ce qu'on appelle le G-sign, c'est-à-dire un engagement, la rotule est latéralisée, et au moment où le patient va commencer à fléchir son genou, clac, elle s'engage et elle descend au moment où vous fléchissez. Et quand vous relâchez et vous revenez vers l'extension, elle remonte et elle revient à sa place. D'accord? Donc ça s'appelle un trouble de l'engagement rotulien, le plus souvent par une dysplasie fémorale, de la trochlée fémorale qui est haute, avec une petite savonnette au départ, surtout avec des patella alta, une rotule qui est un peu haute, on fléchit, clac, elle s'engage, et ensuite elle rentre dans la trochlée fémorale sans problème. Et ça, il suffit de demander au patient, allez-y, pliez le genou, alors non, moins que ça, et donc vous lui dites, allez, pliez, non, moins que ça, voilà, comme ça, et vous revenez vers l'extension. Et vous y allez tout doucement. Et en général, on se met en bout de table et on regarde comment se comporte la rotule. Voilà. Vous pliez tout doucement, et là, clac, on voit le G-sign, la rotule qui s'engage, et ensuite elle prend son chenal. L'autre chose qu'on va regarder sur la rotule,
c'est ce qu'on appelle le tilt rotulien. Alors c'est quoi le tilt rotulien? Il suffit de regarder comment se comporte alors sur un pied à la verticale avec une rotule au zénith et on va regarder comment se positionne la rotule par rapport au plan de l'horizontale. Alors vous avez des rotules qui sont parfaitement horizontales et vous allez parfois avoir des rotules qui vont avoir un tilt rotulien avec une rotation externe de la rotule, tout simplement parce que en fait on a des anomalies rotatoires, rotationnelles de la TTA. La TTA, elle peut être, vous savez qu'on a des patelles alta, vous savez qu'on a des rotules trop latérales, la THGT, et puis il y a un nouveau signe qu'on commence à regarder maintenant, c'est la rotation de la TTA. Et on voit des TTA qui sont en hyper-rotation externe. Et quand l'amarre tibiale est en rotation externe, vous allez avoir tout le tendon rotulien qui va basculer en rotation externe et qui va emmener la rotule en rotation externe. C'est ça le tilt rotulien. Donc quand vous avez un tilt rotulien important, ça veut dire que la rotule est en rotation externe. Et tout de suite, si le chirurgien va regarder comment ça se comporte au niveau du tibia, parce que maintenant, on fait des abaissements de rotule, on fait des médialisations de rotule, mais on fait aussi des dérotations de rotule. Vous verrez ça jeudi. C'est quand même assez sensationnel. Et maintenant, moi, je regarde systématiquement la rotation externe de la TTA pour savoir si dans mon geste chirurgical, il ne va pas falloir que je fasse une dérotation interne de la TTA. Et tu la quantifies, cette rotation? Ah oui, par imagerie? Tu la quantifies en imagerie sur un scanner. Alors, il y a des chiffres. On sait qu'une rotation externe normale, c'est entre 5 et 10 degrés de rotation externe de rotule. Et donc, c'est 5 à 10 degrés par rapport au plan postérieur du tibia. Et donc, quand tu as des rotules qui sont en rotation externe de 25-30 degrés, c'est une composante qu'il va falloir traiter quand tu fais le transfert de TTA. D'accord. Ouais. Tu as dit une rotule. C'est quoi? Tu as dit une rotule en rotation. Une TTA en rotation externe. C'est une TTA. Mais par voie de conséquence, une rotule aussi en rotation Bien externe. sûr. Voilà, donc ensuite, vous allez avoir le signe de l'instabilité où là, vous allez rechercher si oui ou non cette rotule est instable. Donc on va regarder, moi j'appelle ça le signe de la savonnette, c'est-à-dire l'hypermobilité transversale de la rotule. Donc vous avez des rotules qui sont complètement souples et qui se laissent balader de médian en latéral sans aucun problème. Alors toujours de manière comparative, mais souvent dans les hyperlaxités, vous avez des rotules qui se ballottent très facilement de médial en latéral. Et puis ensuite, vous avez le fameux signe de Smiley. Alors le signe de Smiley, je le fais en deux temps. Le premier temps, c'est un temps statique où en fait, je ne fais que amener mon index sur le poil supéro-interne de la rotule et je pousse la rotule à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est un Smiley statique. Donc si vous avez une dysplasie luxante très importante, rien que ça, le patient va avoir peur, il va vous dire « Ah, je me sens pas bien, ça va pas ». Donc ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si par contre le patient ça va, tout va bien, vous regardez, tout va bien, aucun problème, bah, à ce moment-là, il va falloir imprimer un smiley dynamique, c'est-à-dire engendrer une composante de flexion au niveau du genou pour essayer de désengager la rotule. Et à ce moment-là, le signe de smiley, alors moi je me mets plutôt au bout, et c'est avec mon pouce que je vais me baser sur le bord supéro, toute la partie interne et bord supéro-interne de la rotule. J'essaye de la luxer, et en même temps que j'essaye de la luxer, j'imprime une composante de flexion. Voilà. Et donc ça, c'est un test de potentialisation du smiley statique, qui, pour les instabilités un peu moins importantes, va déclencher une appréhension. C'est un peu comme le test de l'armée à l'épaule. C'est exactement le même test. Ça va déclencher, c'est un test d'appréhension de la rotule. Voilà. Donc après, il faut connaître l'anatomie du genou. Si vous ne connaissez pas l'anatomie du genou, vous ne savez pas ce que vous recherchez. Alors si on essaye de regarder exactement l'anatomie du genou, alors la première chose, c'est de repérer l'interligne. Donc vous voyez, l'interligne articulaire, il est là. Donc là, j'ai le tibia. Sauf que le tibia, en fait, souvent, moi, je voyais mes internes ou mes chefs de clinique qui allaient, quand ils palpaient le ménisque, ils partaient du soft point, c'est-à-dire le triangle qui sépare le tendon rotulien, le plateau tibial et le condyle fémoral ici. Et là, vous avez ce qu'on appelle le soft point. C'est là où on rentre nos trous d'arthroscopie. Et à partir de là, quand ils partaient du soft point, ils allaient chercher l'interligne dans cette position-là. L'interligne, il n'est pas dans cette position-là. L'interligne, il est perpendiculaire. Je vous rappelle qu'il y a une pente tibiale qui va être quasi, on va simplifier, mais qui va être quasi perpendiculaire à l'axe de la diaphyse tibiale. Et donc, l'interligne, il va être dans cette direction-là. D'accord? Donc le plateau tibial, si vous essayez de l'analyser, en fait, il part comme ça.
Donc ça, c'est le plateau tibial. Ensuite, ici, vous avez le condyle fémoral qui fait ça. Et là, vous avez votre interligne tibiale pour palper le ménisque. Segment antérieur, segment moyen, segment postérieur, très en arrière. D'accord? Ensuite, ici, vous allez avoir la tubérosité tibiale antérieure qui est là, le tendon rotulien qui va faire ce... Voilà le tendon rotulien, la rotule. Et à partir de là, qu'est-ce qui peut faire mal dans un compartiment interne? La première chose qu'on peut analyser, c'est la patte doigt. Donc vous allez avoir des bursites ou des tendinopathies de la patte doigt qui s'insèrent 2 cm au-dessous et en dedans de la tubérosité tibiale antérieure. Et souvent, on les sent rouler, les tendons de la patte doigt, on les sent rouler sous le doigt. Donc les tendons de la patte doigt, est-ce qu'on va les sentir? Voilà, ils sont là, clac, clac. Vous voyez? Voilà les tendons de la patte doigt, ils sont juste ici. Donc le couturier sartorius en superficie, gracilis au-dessus, demi-tendineux au-dessous. Et voilà l'insertion de la patte doigt. Et donc la patte doigt, vous voyez, le tendon est là. Donc voilà, la patte doigt, elle est ici. Donc, vous voyez, il y a une espèce de no man's land à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à ce niveau-là? Il peut y avoir qu'une seule chose, c'est le ligament collatéral médial. C'est tout. D'accord? Donc les bursites, elles sont relativement basses, l'interligne est relativement haut. Et puis à partir de là, on va aller chercher l'insertion. Donc l'épicondyle médial, il est ici. Et je vous rappelle que le ligament collatéral médial, il a 2 faisceaux. Un faisceau superficiel, un faisceau profond. Un faisceau profond qui est assez postérieur. Vous voyez, qui s'insère toute la marge tibiale proximale. Et donc, voilà le faisceau profond du ligament collatéral médial. Et ensuite, il va être coiffé par le faisceau superficiel qui, lui, pour le coup, descend très très bas et qui descend au-dessous à la face profonde de la patte doigt. D'où l'effet Steiner qu'on peut avoir dans les ruptures du ligament collatéral médial avec le ligament collatéral médial faisceau superficiel qui peut passer au-dessus de la patte doigt. D'accord? Donc le faisceau superficiel, il est postéro-médial. Et donc, voilà le faisceau superficiel qui vient jusque là. Vous voyez, tout ça, c'est le faisceau superficiel. Donc quand on veut chercher une douleur dans le cadre d'une entorse du ligament collatéral médial, vous voyez jusqu'où il faut aller. Tout ça, c'est une espèce de bande ligamentaire qui va verrouiller le genou en médial. Alors après, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans ces douleurs postéro-médiales du compartiment interne, vous allez aller chercher le semi-membraneux, voilà, le semi-membraneux qui lui s'insère de manière très postérieure derrière la patte doigt, vous voyez, qui est latéral à la patte doigt. Donc on va aller chercher au niveau de la marge postéro-médiale du tibia. On va crocheter nos doigts pour aller chercher derrière la patte doigt. Et là, on va aller chercher le tubercule du semi-membraneux qui est très postérieur et quasiment dans le creux poplité médial. D'accord? Les tendinopathies du semi-membraneux, c'est comme ça qu'on va les rechercher. Alors ensuite, on va aller chercher le compartiment, on va analyser le compartiment latéral. Là, vous avez le condyle fémoral qui fait ça. Voilà votre interligne, vous allez palper ménisque segment antérieur, segment moyen, segment postérieur. Ensuite, vous allez analyser la tête du péroné. Vous voyez la tête du péroné qui est là. Voilà la tête du péroné. D'accord? Donc la tête du péroné, qu'est-ce qui s'insère sur la tête du péroné? Appuie le talon dans la table, claque le tendon biceps qui est ici, tendon bicipital. Ici, vous allez avoir l'épicondyle latéral et ici, vous allez avoir le ligament collatéral latéral. D'accord? Et enfin, qu'est-ce qui nous manque? Le tubercule de Gerdy qui est ici, tubercule de Gerdy. Et là, vous allez avoir, vous voyez, le fascia lata, on voit le relief du fascia lata qui est là. Et le fascia lata, tac, 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 qui vient sur le tubercule de Gerdy et qui va faire ça. D'accord? Donc voilà votre fascia lata. Donc au final, quand vous avez ça en tête, toutes les douleurs du compartiment latéral du genou, vous allez avoir l'analyse méniscale antérieure, moyenne, postérieure, la palpation du ligament collatéral latéral, la palpation du biceps quand vous avez des ressauts du biceps. Un ressaut du biceps, ça s'analyse comment? Ça s'analyse entre 90 et 120 degrés de flexion. C'est là que le biceps va sauter. Ce n'est pas vers l'extension. Donc quand vous voulez tester et rechercher dans une douleur latérale du genou, du compartiment externe, vous voulez rechercher le biceps, à ce moment-là, vous mettez le patient à 90 degrés, vous mettez votre main pour localiser l'endroit maximum de l'extension et vous lui dites fléchissez le genou tout doucement, flexion dans le sens inverse, tout doucement. Donc là, il va fléchir, encore. Et là, on regarde ce qui se passe ici. Clac, ça saute ou ça saute pas. Vous revenez tout doucement. Là, vous avez votre main. Dès que vous touchez ma main, vous repartez. Paf, vous repartez. Et là, on regarde qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.
Et si vous avez un ressaut du biceps, vous allez voir le biceps comme un fibulaire, une luxation des fibulaires, ça va être exactement la même chose. Alors après, c'est hyper intéressant de bien connaître ça, parce que quand vous avez un syndrome de l'essuie-glace, vous voyez que le syndrome de l'essuie-glace, c'est ce qui est le plus haut dans les douleurs du compartiment latéral du genou. C'est ce qui est le plus haut. Quand vous avez un ménisque, c'est entre les deux. Quand vous avez le confluent de la tête du péroné, c'est beaucoup plus bas et c'est 2 à 3 cm au-dessous de l'interligne articulaire. D'accord ? 2 à 3 cm au-dessus, au-dessous, 2 à 3 cm au-dessus, et puis après l'interligne articulaire. D'accord ? Alors, pareil comme tout à l'heure, ce que je vous disais, on peut analyser la tension du ligament latéral externe en cabote. Là, tu sens la corde de guitare. Voilà, on la sent parfaitement bien. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même, grâce à l'examen clinique, une bonne orientation diagnostique en connaissant votre anatomie. D'accord ? Et vous n'allez pas confondre un ressaut du biceps, un conflit du biceps avec un fascia lata, par exemple. Et les bursites du Gerdy qui sont à ce niveau-là. Ensuite, vous avez l'appareil extenseur. Donc, l'appareil extenseur, on a vu. La TTA pour les Osgood-Schlatter. Le tendon rotulien qu'on va pouvoir pincer pour les tendinopathies. La rotule. Et alors, on commence à arriver vers les tests rotuliens, mais je ne les fais pas encore, ça je le fais vraiment tout à la fin, on verra tout à l'heure. Les tests rotuliens que je ferai à la fin quand je vais palper l'appareil extenseur. Alors, avant-dernier chapitre, ce sont les ménisques, donc les tests méniscaux. Alors moi, j'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que petit à petit avec le temps, je me rends compte que c'est de moins en moins sensible, mais quand c'est positif, c'est vrai que c'est très instructif. Alors les tests méniscaux, qu'est-ce que je regarde ? Petit 1, je regarde à 90 degrés, comme ce que j'ai montré sur ces schémas anatomiques, la palpation, le doigt. Je vous rappelle, il y a un signe que vous apprenez quand vous êtes externe, qui est le signe de Woodard. Vous mettez le doigt sur la lésion méniscale et le patient se met à crier, signe de Woodard. Et ça peut être, alors le ménisque, il faut aller, le segment postérieur qui est le plus atteint, il faut aller le chercher très loin. C'est très postérieur un ménisque. C'est très très postérieur quand on est sur une corde postérieure. Donc on va aller chercher très très loin le ménisque. Alors après, donc ça c'est la palpation en interne et en externe. Puis après, moi j'utilise 2 tests, alors parfois 3. Il y a 2 tests que j'utilise. Il y a un test de compression, il y a un test de flexion forcée. Le test de compression, c'est le grinding. Alors le grinding, vous pouvez le faire sur le ventre, qui est peut-être un peu plus simple parce que ça demande moins d'énergie. Sinon, vous pouvez le faire sur le dos. Et donc, l'important, c'est que le genou soit fléchi à 90 degrés. Je rappelle que 90 à 100% du poids du corps et des contraintes passent vers l'arrière du genou dès le moment où le genou est fléchi à 90 degrés. Et donc, à partir de là, on va mettre de la contrainte sur le ménisque à 90 degrés. Je mets une main au-dessus du genou, une deuxième main à ce niveau-là, au niveau du tibia, et je comprime. Et à partir de là, je vais imprimer une rotation interne ou une rotation externe. D'accord ? Ça, c'est le grinding test. Alors, le grinding test, tiens, mets-toi sur le ventre. On peut le faire aussi en position décubitus ventrale. C'est exactement la même chose, sauf que là, au lieu d'utiliser les 2 mains, on va mettre le genou à 90 degrés et on va mettre notre aisselle sur le patient. Donc là, c'est beaucoup plus simple. On écrase et on met la compression. Et à partir de là, il suffit de mettre la rotation externe avec du valgus pour le ménisque interne, la rotation interne avec du varus pour le ménisque externe. Donc ça, c'est le grinding test quand on n'a pas envie de le faire sur le dos. Tiens, remets-toi sur le dos. Pardon. Donc après, le deuxième test méniscal que j'utilise, c'est les tests de flexion forcée. C'est aussi un test de compression en flexion forcée, c'est le test de McMurray. Alors j'aime bien faire la petite moulinette. Donc quand j'y vais tout doucement et je fais ce petit mouvement-là, voilà, de moulinette, qui est un petit test qui va me faire comprendre s'il y a une petite languette, s'il y a un petit ressaut, s'il y a quelque chose, on va le démasquer en faisant cette petite moulinette. Et plus je me rapproche de 90 degrés, plus je mets de la compression sur ces 2 ménisques, interne et externe. Et en général, quand il y a une lésion méniscale, dès qu'on arrive en flexion forcée, le patient il a mal. On peut potentialiser en mettant le doigt à ce moment-là, et on peut rajouter du valgus rotation externe ou du varus rotation interne. Mais très souvent, le McMurray, là pour le coup, il est assez positif quand on a une lésion méniscale. Alors après, il y a un autre test que je fais de temps en temps. Tiens, mets-toi debout. Moi, j'appelle ça le twist test. Et alors, le twist test, en fait, la compression, elle va être donnée par le patient lui-même. Donc, le but, c'est quoi ? Le but, c'est que le pied, c'est comme s'il était fixé dans du ciment. Le pied ne bougera pas, d'accord ? Et dans un premier temps, on va se mettre à cloche-pied avec la jambe en extension. Donc là, il faut lui tenir l'équilibre. Donc là, il me donne les mains. Donc là, je le stabilise dans cette position.
Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le tiens, mets-toi un petit peu vers là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tu ne bouges surtout pas le pied est fixé au sol. Et là, on va l'accompagner en rotation externe. Donc voilà, on lui dit, allez, tu me tournes le bassin, allez, je l'accompagne. Et là, vous voyez, le pied est fixé au sol. S'il y a une lésion méniscale, il va avoir mal en interne. D'accord? Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Donc le pied, le pied est toujours fixé au sol. Et là, je le ramène dans le sens inverse. Je lui dis, allez, allez. Et alors, c'est pour ça qu'il faut le tenir et le stabiliser, sinon il se casse la gueule. Voilà. Donc ça, c'est un test de compression-extension. Et parfois, il est négatif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au patient de fléchir un peu le genou. Et là, on ouvre. Allez, tu m'ouvres la hanche. Allez, tu m'ouvres. Et là, je le tiens. Hein, vous voyez, je le tiens. Et là, on va mettre un peu plus de compression sur les segments postérieurs. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et de temps en temps, aïe, 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 ça me fait mal à ce niveau-là. Donc, vous voyez, je monte en invasivité dans la douleur. Dernière étape, l'appareil extenseur. L'appareil extenseur, donc ça, je le fais toujours à la fin. Jamais, il ne faut jamais commencer par ça. L'appareil extenseur, on va chercher ce qu'on appelle le rabot. Donc, alors, avant de faire le rabot, je fais la pointe de rotule. Donc, chez les sportifs, la douleur de pointe de rotule. Alors, vous savez que le jumper's knee, le tendon rotulien, il s'insère à la face antérieure de la rotule. Il ne s'insère pas sur la pointe de rotule, il s'insère à la face antérieure de rotule. Et donc, si vous testez la pointe de rotule, genou fléchi, le patient n'aura jamais mal. Il n'y a pas de douleur. Donc, à ce moment-là, vous le mettez en extension et vous appuyez sur la pointe, il n'aura pas mal. Par contre, avec votre index, vous appuyez sur la base de rotule et vous faites remonter la pointe de rotule, voyez, avec l'index ou le pouce, hop, j'accouche la pointe de rotule, là la pointe de rotule apparaît et c'est là qu'on va chercher la douleur. Alors, bien évidemment, chez des patients un peu sportifs, etc., il y a des pointes de rotule qui sont sensibles et donc c'est l'asymétrie et l'exagération de la douleur d'un côté ou de l'autre qui va faire la positivité du test. Parce que souvent, on dit « Ah ouais, j'ai mal », on fait l'autre côté « Ah bah oui, j'ai mal ». Et donc là, par contre, si c'est très très douloureux, et là c'est juste sensible, c'est que effectivement ça nous oriente vers un jumper's knee. Et donc pensez pour les points de rotule à bien, on va dire, accoucher, moi je dis ça, accoucher la pointe de rotule en appuyant sur la base, ça va faire remonter la rotule et là vous allez pouvoir aller chercher en profondeur le jumper's knee, la désinsertion partielle du tendon rotulien. Ensuite, le genou cartilagineux au niveau du fémoro-patellaire, beaucoup de genoux sportifs un peu forcés avec des syndromes fémoro-patellaires. Donc le rabot, les 4 points cardinaux, supéromédial, supérolatéral, inféromédial, inférolatéral. Et donc là, je fais un rabot médiolatéral et un rabot proximal et caudal. D'accord? Et puis après, j'aime bien faire des ronds. Et là, on va chercher facette après facette. On va aller chercher où se situe la petite encoche dans le cartilage et on va la trouver. Et le patient, à un moment donné, dit « Ah, j'ai entendu un claque, j'ai entendu un truc. » Alors après, si on veut essayer de localiser où se situe le problème, tiens, tu te mets, là, il faut mettre le patient en bord de table. Et donc, à ce moment-là, on va mettre le patient, cette fois-ci pour le coup, dans une position. Alors, on va peut-être le faire de l'autre côté pour que tout le monde voit. Donc, à ce moment-là, on va mettre le patient en bord de table. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met le genou à 90 degrés. Et quand on met le genou à 90 degrés, la rotule est très basse. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui dire, étends-moi la rotule, étends-moi le genou. Alors, vous voyez que là, un quadriceps face à un deltoïde, c'est compliqué. Donc, vas-y, étends. Et là, hop, Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je mets ma cuisse. Allez, vas-y, tu relèves. Et donc, si jamais, ça me fait une douleur et j'ai senti quelque chose, ça veut dire quoi? Comme la rotule est relativement basse, ça veut dire que le conflit, il est supérieur. La lésion cartilagineuse, elle est supérieure. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer donc 90, on se met à 30 degrés. Et là, il faut bien bloquer. Vas-y, lève. Et là, hop, ça déclenche la douleur. Ça veut dire que la lésion, elle est au pôle moyen de la rotule. Et si jamais, proche de l'extension, on lève, la rotule est quand même très remontée. Et à ce moment-là, la lésion sera plutôt basse. Donc ça, c'est des petits trucs. On appelle ça le test rotulien à 0, 30, 90. D'accord? Et puis ensuite, la dernière chose, il faut terminer par ça. La dernière chose, c'est alors moi j'appelle ça le DCCQ, c'est le Zolen. Douleur à la contraction contrariée du quadriceps, il faut être très très doux, sinon là, il va sortir en boitant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande au patient, bon alors on va terminer par ça, contractez le quadriceps, et là, hop, la rotule remonte. Ok, refaites une deuxième fois, clac, la rotule remonte, elle se plaque sur la trochlée fémorale.
Et à partir de là, on va lui dire, vous allez maintenant faire la même chose, mais tout doucement, tranquillement. Vous me remontez cette rotule tout doucement, tranquillement. Ok, on relâche. Et à partir de là, on va mettre notre pouce ici. Donc on va bloquer la rotule. C'est la douleur à la contraction contrariée du quadriceps. Donc là, je bloque la rotule et je la baisse. Et je lui dis, vous remontez tout doucement. Et donc, si jamais... Alors, à un moment donné, il faut savoir tout de suite retirer sa main, sinon vous allez faire mal au patient. Et donc, on y va tranquillement. Allez-y, remontez. Et si jamais, hop, il a mal, hop, on relâche tout de suite. Hein, il faut être assez vif et relâcher. Et ça, c'est le signe de Zollern qui va vous affirmer le syndrome fémoro-patellaire en faisant les deux côtés et en commençant par le côté asymptomatique. Dernière chose, tu te remets sur que je regarde systématiquement quand on a un appareil extenseur. La dernière chose qu'il faut absolument regarder, c'est la distance talon-fesse et mesurer, notamment dans les syndromes antérieurs, dans les carrefours antérieurs, rechercher systématiquement une rétraction du droit fémoral, le rectus fémoris qui va être trop court. Et donc, ce que je vais regarder, c'est la distance, et je la mesure, cette distance talon-fesse avec le goniomètre. Mesurez vos mobilités au goniomètre et pas juste à l'œil nu. Donc ensuite, on regarde la mobilité en flexion. Deuxième chiffre, donc 130, 135. Et puis, deuxième chiffre, c'est le flexum. Troisième chiffre, c'est la flexion. Donc, quand vous avez, par exemple, tu as un patient qui arrive, qui a un flexum de 15 degrés, et une flexion de 130. Comment tu vas mettre en nomenclature? Flexum de 15, flexion 130. 0, 15, 130. Il n'y a pas de récurvatum, parce qu'il est en flexum. D'accord? Il a 15 degrés de flexum, deuxième chiffre, 15 degrés. Troisième chiffre, 130 degrés, c'est la flexion. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir noter sur ton observation et marquer toujours dans le même ordre exactement la même chose. Je mesure cette distance et donc on sent la résistance. Alors parfois, vous avez des genoux sur le dos qui plient à 120, 130. Vous les mettez sur le ventre et ils plient à 80, 90. Et là, vous avez une magnifique rétraction du droit fémoral qu'il va falloir rééduquer avant de faire quoi que ce soit. Et alors, ce que je regarde, c'est aussi l'asymétrie, notamment sur des patients opérés d'une TTA, opérés d'un croisé, opérés d'un ménisque, tout ce que vous voulez, qui commence à vous dire « Ah, ça fait 6 mois, j'ai toujours mal, je descends les escaliers, ça me fait mal ». À ce moment-là, il faut vérifier qu'on n'ait pas une asymétrie de droit fémoral avec une rétraction post-opératoire qui n'a pas été rééduquée. Et la première chose à faire, ce sera de la rééduquer. D'accord? Le droit fémoral, et je termine par ça. Voilà. Hop là. Est-ce que vous avez des questions sur l'examen clinique? Oui, ça fait beaucoup de choses. Alors, on regarde aussi la rétraction des ischio-jambiers, on regarde... Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais après, là, je vous ai fait un panorama assez global. Mais bien évidemment, je ne fais pas tout ça systématiquement pour tous les cas de figure. Donc voilà l'examen clinique programmé. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, il y a plein d'autres tests, mais ça, c'est vraiment les tests qui vous sortiront de toutes les situations, qui vous permettront d'analyser tous les tendons. Vous avez vu, on a vu le biceps, le semi-membraneux, la patte doigt, on a regardé le quadri, etc. On arrive à voir beaucoup de choses. Ouais. Il y a un test dynamique pour les compliquer, mais c'est sur des patients un peu plus vaillants. Et on les fait monter sur un escabeau avec une pied à rotation externe. Mais il faut qu'ils utilisent que la jambe qu'on évalue. C'est difficile de ne pas se donner la propulsion. Et là, peut-être dire vers la fin de l'extension, c'est difficile à faire en cabinet, surtout si le patient il est un peu malin au fond. En fait, on met en détends-toi bien, on met en valgus comme ça, et on imprime une rotation interne. Et en fait, s'il a mal comme ça peut être le LLI ou le ménisque. Mais en fait, s'il a moins mal en rotation externe, eh ben c'est plus probablement le ménisque et c'est plus probablement le ligament latéral externe que le ménisque. Et s'il a plus mal en rotation interne, c'est plus vraisemblablement le ménisque que le ligament latéral interne. D'accord. Ouais, c'est ça, intéressant. c'était Gilles qui nous l'a il a dit que c'était son meilleur test du ménisque. Et c'est vrai que l'examen clinique, quand on débute, c'est vrai que les jeunes, là, quand vous débutez, moi je me souviens, j'avais tous les tests à faire, je faisais, et puis petit à petit, on élude, et puis je me fais mon propre test, et j'arrive à, mais chacun il a sa sensibilité, sa spécificité, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'arrive à m'approprier mes propres tests, et d'être assez bien orienté, je ne vais pas dire efficace, mais plutôt bien orienté. Mais c'est vrai que ce test-là, à force de le faire, c'est vrai qu'on arrive à trouver quelque chose plus pertinent qu'avec un McMurray ou avec un Grammy.